Merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont jointes aujourd'hui. C'est un plaisir d'être ici pour cet événement si important. Donc, c'est un événement conjoint. C'est la conversation avec Anna Maria Tremonti et Eternity Martis, organisée par plusieurs partenaires. S'il vous plaît, sachez que l'événement aujourd'hui va avoir lieu en français et en anglais, donc vous pouvez utiliser la fonction d'interprétation en bas de votre écran. Il y a également de l'interprétation en ASL et en LSQ. Que notre événement aujourd'hui aura des présentations en français et en anglais. Alors, l'audio est disponible en français et en anglais et nous offrons également une interprétation en la langue des signes du Québec et en American Sign Language. Vous pouvez utiliser l'icône en bas de votre écran pour choisir l'interprétation que vous voulez. And so, without further ado, we'll Alors, sans plus, je voudrais d'abord accueillir le ministre McCrellan, ministre des Femmes et de l'Égalité des sexes et de la jeunesse du Canada. Elle nous a envoyé un message vidéo pour nous donner la bienvenue à cet espace aujourd'hui. Ce vidéo est sous-titré. Hello, everyone. Bonjour. I'm Marcy Ian, the Minister for Women and Gender Equality and Youth. Je vous souhaite toutes et tous la bienvenue. I want to recognize CWF, WSC, and YWCA Canada for their ongoing partnership with Women and Gender Equality Canada. Collectively, you have all made a huge contribution to support women and girls throughout the pandemic and beyond. Je remercie également les organisateurs d'avoir organisé le forum d'aujourd'hui. Ces discussions sont essentielles pour faire la lumière sur cette triste réalité qu'est la violence fondée sur le sexe. Elle est trop souvent cachée et passée sous silence. Anna Marie, Eternity, and everyone sharing their stories today, I salute you for your openness, your courage, your resilience. These stories are not isolated incidences. We know that. Statistics Canada recently found that 1 in 10 women are extremely concerned about the possibility of violence in their home. And just last year, a woman was killed in Canada every 2.5 days. So when we saw what was happening during the pandemic, we immediately provided emergency funding so that shelters could keep their doors open. I'm proud to say that we've invested in 1,300 women's shelters, sexual assault centers, and other organizations, meaning that 1.3 million people had support in their time of need. This is in addition to amending the criminal code to better respond to intimate partner violence. Il semble que les sous-titres soient parfois en anglais. Nous avons besoin de programmes pour soutenir les victimes et leurs familles. Nous devons faire des amendements à la loi sur le divorce pour s'assurer que tous les critères soient pris en compte, notamment sur la question de la garde parentale. Nous devons nous assurer du respect de ces droits d'une côte à l'autre. Nous devons mettre en œuvre un plan d'action pour mettre fin à la violence basée sur le genre. Il ne s'agit pas seulement de faire la lumière sur les pratiques violentes, mais aussi de prendre action pour protéger et s'assurer que nous engageons les hommes et les jeunes garçons dans ce processus. Merci beaucoup. Je veux vous remercier à l'ensemble des personnes qui travaillent aujourd'hui à faire du Canada un lieu plus sûr, qui soutiennent les victimes et les survivants. Marcy Ian.
Je vais parler en français et après en anglais. La Fondation canadienne des femmes, Hébergement pour Femmes Canada et le YWCA du Canada sont fiers de présenter les journalistes Anna Maria Tremonti et Eternity Martis aujourd'hui qui vont partager les réalités et les expériences vécues qui se cachent trop souvent derrière les statistiques sur la violence fondée sur le genre. Nous voulons également remercier le Femmes et Égalité du genre Canada pour leur soutien pour toutes les 3 organisations. Aujourd'hui, nous allons parler des situations de violence et des abus lors de l'événement. Et ça se peut que des fois, les conversations vont être difficiles et déconcertantes pour vous qui écoutez. Alors, si vous avez besoin de prendre une pause à n'importe quel moment, s'il vous plaît, soyez à l'aise de partir pour quelques minutes et revenir quand vous êtes prête et prêt. Si vous avez besoin de support ou de soutien pendant l'événement ou l'après, vous pouvez toujours visiter Hébergement Femmes ou en anglais Shelter Safe. Il y aura les liens dans le clavardage et vous pouvez les consulter pour avoir plus de soutien. I'm now going to switch to English. Gender-based violence. Je vais continuer en français. La violence basée sur le genre, comme la violence à l'égard des partenaires intimes, la violence sexuelle et émotionnelle, est une expérience terriblement courante pour les femmes, les filles et les personnes bispirituelles, trans et non-binaires. Les impacts sont profonds et se répercutent dans tous les lieux et espaces où nous vivons, travaillons et vivons. Mais qu'en est-il des personnes réelles qui se cachent derrière les statistiques? Nous commencerons aujourd'hui par une conversation entre 2 voix importantes au Canada, Eternity Martis et Anna Maria Tremonti. Elles sont toutes 2 écrivaines, journalistes et leaders d'opinion, et elles ont toutes 2 partagé leurs expériences personnelles en matière de violence conjugale. Anna Maria Tremonti est une journaliste de longue date pour CBC. Elle a été grand reporter pour le National et a animé The Current jusqu'en 2019. En février 2022, elle a publié Welcome to Paradise, un mémoire en podcast. Et pour la première fois, elle a révélé son expérience dans un mariage avec un mari violent. Bienvenue, Anna Maria. Eternity Martis est une journaliste et une rédactrice qui a travaillé pour le Huffington Post, Chatelaine, Maclean, CBC, le Warlius. En 2021, elle a publié They Say This Would Be Fun, Race, Campus Life and Growing Up, le best-seller de ses mémoires sur son expérience du racisme, de la violence conjugale et de bien d'autres choses à l'université. Elle est professeure adjointe maintenant de journalisme à l'Université métropolitaine de Toronto. Bienvenue. Après cette conversation, nous serons rejoints par la présidente directrice générale de la Fondation canadienne des femmes, Paulette Senior, la directrice générale de Hébergement Femmes Canada, Lise Martin, et la directrice générale intérimaire et directrice des services aux membres du développement du YWCA, le Y des femmes Canada, Rain Lifted. Elles discuteront des mesures urgentes que nous devons prendre dans nos vies, notre travail et nos communautés pour mettre fin à la violence et surtout pour offrir un meilleur soutien aux survivantes. J'ai quelques éléments techniques à vous mentionner avant de laisser la parole à Anna Maria et à Eternity. Donc, à la fin de l'événement, nous organiserons un tirage au sort pour les personnes présentes dans la salle Zoom. Ça sera une chance de gagner le livre d'Eternity Martis, They Say This Would Be Fun. Donc, nous vous encourageons à rester jusqu'à la fin. Vous allez voir, il y a une boîte de questions et réponses et vous pouvez l'utiliser pour poser vos questions. Et si vous rencontrez des problèmes techniques, veuillez contacter l'équipe d'assistance technique. Vous pouvez trouver l'information dans le clavardage maintenant. Alors, merci beaucoup, Eternity et Anna Maria, d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir d'être ici avec Eternity. Eternity, ton livre a signifié beaucoup pour moi. Ça a été très important de le lire et je le recommande.
Tu disais à un moment que tu ne savais pas comment exprimer ce vécu, peut-être via un blog, un mémoire, et je suis ravie que tu l'aies fait euh, de cette façon, et je suis ravie que tu l'aies fait plus rapidement que moi. C'est une merveilleuse expérience d'être ici avec vous aujourd'hui. Pour moi, ton podcast a été très important. Ça m'a aussi permis de réfléchir à ma propre expérience. Et pour moi, c'est très important. On va rentrer dans cette discussion sur les défis, les biais de comment partager notre histoire. Mais je voudrais te remercier, Anna-Maria, d'avoir partagé ton histoire. Pour moi, le fait qu'une journaliste le fasse a été très important. Alors, on nous a proposé de partager un petit peu notre histoire personnelle, donc je vais le faire. Je suis dans ma soixantaine et ça m'a pris 40 ans d'énoncer. Quand j'avais 23, j'étais mariée à un homme qui était un abuseur. Je ne l'avais pas vu venir. Et quand c'est arrivé, je n'ai pas compris ce qui se passait. Mais en général, il me reprochait ses propres accès de rage et de colère et il m'en rendait coupable. J'ai intériorisé cette pensée et donc j'ai laissé le fait que ça se reproduise une fois et encore et encore. Et je pensais toujours, ah, c'est moi qui ai fait quelque chose, j'ai dit quelque chose qui l'a fait réagir, je n'aurais pas dû, si je pouvais trouver une solution. J'ai passé un an. Je, et je dis un an parce que j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance que ça ne dure qu'un an. Je suis partie. Beaucoup de femmes sont menacées de mort si elles partent. Euh, je ne l'ai, dans mon cas, je ne l'ai pas cru. Je suis partie. Je suis revenue en essayant d'améliorer les choses et ensuite, il était clair. J'étais convaincue qu'il risquait de m'enlever la vie si je restais. Au-delà de l'abus physique, ce qui m'a surpris et ce qui m'a pris des années à identifier, c'est le fait qu'il y a un contexte à cette violence. Et il y a de grandes conséquences. Le fait qu'il reste une honte, on continue de se rendre coupable, de se blâmer pour ce qui s'est passé pendant des années. Et tout le monde parle de cette honte. Donc, on traîne ça pendant des années. Et je pense qu'à sur bien des aspects, tant à moi qu'à beaucoup d'autres femmes, ça nous fait sentir que nous n'avons aucune valeur pendant des années. Et j'ai une voix qui me dit que je sais de quoi je parle, même quand je ne le sais pas dans ma tête, mais et quand j'en ai parlé à des amis, c'était complexe aussi. Elles m'ont fait remarquer qu'il y avait beaucoup de stéréotypes sur les survivantes. Et c'est là que je me suis rendu compte que nous nous croisons tous les jours dans la rue et nous ne nous rendons pas compte du fait que nous partageons ces traumatismes. Et nous continuons de considérer que ce sont des expériences individuelles que chacune avons vécues. Et c'est pour ça que j'ai décidé de partager mon histoire. Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire le podcast. J'ai une expérience très similaire. Anna-Maria, dans le podcast, parle beaucoup de ce sujet, de comment on retourne à l'amour et avoir des dates. J'avais 16 ans, j'étais emo, il n'y avait pas d'autres emo noirs dans mon école. Donc, j'ai changé mon style quand j'avais 16 ans, je voulais avoir un chum. Mais je n'avais pas encore réfléchi à ce que ça voulait dire une relation ou c'était quoi être la blonde de quelqu'un. Je viens d'un contexte du sud-est asiatique dans lequel on ne parle pas vraiment de ce genre de sujet à la maison. Donc, j'avais quelques amis avec qui j'essayais d'en parler. Mais il y a beaucoup des clichés sur le fait que l'amour se démontre en faisant du mal à l'autre quasiment. Donc,
j'ai rencontré mon chum et ça a été peut-être le premier enjeu, l'enjeu de la race. J'avais pas réfléchi au fait que les enjeux de racialisation pouvaient avoir un impact sur ma relation amoureuse. Le fait de se faire appeler des noms. À l'intérieur de moi, j'ai bien senti que le fait qu'ils utilisent des noms plus ou moins racistes, c'était pas un bon signe, mais j'y avais pas réfléchi avant. Par exemple, si j'avais quelque chose de trop court, il allait il allait me pincer les jambes pour me faire remarquer que ma jupe était trop courte, par exemple. En général, il y avait plein de types de comportements, que ce soit émotionnels ou autres, qui visaient à m'empêcher de faire certaines choses. Et donc, j'ai pas réalisé ce qui se passait. Et je me demandais, mais pourquoi est-ce que ce genre de choses se passerait dans ma vie? Et en général, à l'école, en plus, c'était souvent moi qui donnais des conseils aux autres de c'était quoi ces signaux d'alerte qui voulaient dire qu'il fallait laisser une relation. Mais je ne les appliquais pas pour moi. Donc, il n'y avait pas de violence physique encore, mais il commençait à faire des menaces, à dire qu'il était fort. Donc, j'ai déménagé avant la rupture, entre autres parce que je ne voulais pas blesser ma famille. J'étais dans un nouvel environnement, je vivais du racisme sur une base régulière. Alors, ça a continué pendant longtemps. On avait 17, 18, 19 ans. On ne savait pas vraiment comment faire face à ce genre de situation. Notamment, on m'a dit ah, t'es noir, tu pourrais te défendre. Donc, ce que j'ai compris, c'est que même si c'était lui l'agresseur, en fait, le cliché, c'était que c'était moi qui pouvais être l'agresseur pour des questions de racialisation. Ensuite, je faisais mon master en journalisme à l'époque et je me suis rendu compte que ça continuait. C'est-à-dire que ça faisait 6 ans que cette histoire avait eu lieu et pourtant, je continuais à en vivre les conséquences. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait en parler. Je me suis rendu compte que beaucoup de femmes de mon âge avaient vécu la même chose, mais la plupart d'entre nous n'étions pas en mesure de le reconnaître, à moins de le dire et d'en parler vraiment. En fait, et en plus, c'est les femmes dans la vingtaine qui sont le plus à risque. Ça me semble un élément très important. Par exemple, cette histoire, il n'a pas besoin de vivre avec la personne pour que ce soit dangereux. C'est-à-dire qu'on peut quand même être vulnérable à la violence, même quand on ne vit pas sous le même toit. Donc, c'est un patron de fonctionnement qui peut s'appliquer à toutes sortes de relations. Ah, je n'aime pas comment tu t'habilles, je n'aime pas avec qui tu traînes, avec qui tu te tiens. C'est ces types d'influence directe sur les comportements. Et ça peut avoir lieu qu'on habite ou pas sous le même toit. Et souvent, les adultes autour de vous quand on est ado, par exemple, ne vont pas s'en rendre compte qu'il peut y avoir de la violence là aussi. Et tu parlais des signaux d'alerte. Et je pense qu'en fait, les signaux d'alerte, c'est les gens à l'extérieur qui les voient. En général, quand on est dans l'histoire, on s'en rend pas compte. Les gens qui étudient ces enjeux de coercion et de contrôle, par exemple, la question des kidnappings, des séquestrations,
On observe le fait qu'il y a il y a des murs invisibles qui sont construits autour de vous, qui sont invisibles du monde externe, mais qui sont là. Especially for younger people, is that Une des some pires choses qu'on a vues, sûrement pour les plus jeunes, c'est peut-être vos amis ont jamais vécu quelque chose comme ça. Alors, ils ne peuvent pas expliquer c'est quoi ces signaux d'alarme possibles à voir. Et même les adultes dans vos vies vont peut-être juste ignorer ces comportements en disant que c'est les gars, comportent comme des gars. Je vois aussi une des grandes questions, c'est pour les agresseurs. On parle des jeunes hommes très violents qui retournent chez eux et souvent ils viennent des familles ou des situations, ils ont déjà vécu les situations violentes. Par contre, personne ne les surveille, personne ne remarque leur comportement et finalement, dans un moment dans leur vie que quelqu'un pourrait leur influencer, personne ne le remarque, ces problèmes. Et puis, pour aller à la prochaine question, je pense qu'il était dit, nous deux, on a décidé d'écrire pour partager nos histoires. Et ça nous rend très vulnérables. Pour nous deux, on a parlé de ces enjeux, ça apporte beaucoup de défis, beaucoup de peur, mais ça a aussi donné plusieurs opportunités de partage. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi et comment tu as décidé de partager ton histoire et c'était quoi les défis et des obstacles en le faisant? Moi, j'ai décidé je voulais faire quelque chose. Je voulais peut-être écrire un roman plus tôt dans ma vie. J'ai commencé, ça n'a pas marché. Alors, plutôt, je luttais vraiment contre cette idée et j'ai laissé tomber l'idée. Et puis, j'ai décidé de revenir et comme travailler sur cette histoire. Et puis, finalement, j'ai entendu cette idée de podcast. Quelqu'un m'a parlé d'un podcast et vraiment, on peut le traiter comme un roman, comme une histoire qu'on écrit. C'est pas une affaire des nouvelles, mais on regarde ça comme plus une récite, une histoire et on peut faire une histoire juste à l'audio. Et moi, j'ai fait ça depuis des décennies. Alors, pourquoi pas utiliser cet médium et faire un podcast? Et quand j'ai commencé à en utiliser, le podcast. J'ai commencé à le préparer, c'était presque prêt. Et puis, COVID, c'est arrivé. Je vivais en Nouvelle-Écosse, mais je ne pouvais pas. J'ai quitté, puis je voulais retourner, mais je ne pouvais pas parce que, ben, à cause du COVID, ils ont fait serrer les frontières. Alors, moi, je regardais un peu de parler avec un professionnel de santé parce que je pensais que ça va soulever les différentes émotions et je ne saurais pas comment les exprimer. Alors, juste d'avoir avec une autre personne qui était là avec moi pour m'aider à raconter cette histoire parce que je voulais tellement contribuer à cette conversation. C'était le moment de contribuer à cette conversation, de partager mon histoire parce que je n'étais pas là pour les autres partenaires, les autres survivants de la violence domestique et conjugale. Parce qu'il faut des fois dire, et c'est difficile de partager, et c'était quoi vos propres expériences. Alors, je l'ai fait. Et suivant ce processus, je pensais que je connais ma propre histoire. Et une amie m'a dit, il faut laisser l'espace à découvrir. Et oui, il faut toujours faire ça. Mais non, je pensais comme, qu'est-ce que je pourrais faire? Je connais cette histoire depuis toute ma vie. Je connais moi-même. Et puis, j'ai découvert que j'avais que je blâmais moi-même. J'ai v j'ai vraiment mais en partageant l'histoire et en travaillant le podcast, j'ai vraiment eu, me comme la chance de laisser cette blâme. Ça m'a aidé vraiment dans des différentes manières que j'aurais jamais pensé d'avant, de le fait de rendre l'histoire publique, ça m'a aidé. Alors moi, je veux maintenant entendre Eternity de ton processus d'écrivant ce livre. Comment ça, c'était quoi les influences dans ta vie? Moi, j'avais vraiment peur. Et l'affaire la plus difficile dans le livre, c'était de parler de la racisme contre les Noirs et parler comme une personne racisée. Alors, j'ai quand même fait plusieurs affaires publiques dans ma vie à travers l'université et tout ça. Et je réfléchis pas, ça serait quoi?
vraiment finaliser ça avant que j'avais un brouillon. Et cette relation d'une personne racisée, une femme noire, commence à influencer comment je naviguais les espaces et qu'est-ce que je faisais dans la vie. Alors, j'avais des rêves d'être Carrie Bradshaw de l'émission Sex and the City et écrire ma livre comme ça. Et ça, c'était vraiment comment j'ai réfléchi que ça va être plein d'histoires drôles. Et le rédacteur m'a dit, rien est drôle dans ça, c'est vraiment noir et c'est sérieux, vos histoires. Alors, chaque fois que j'ai vraiment eu la chance de parler avec quelqu'un avec la violence genrée et puis le racisme et toutes ces intersections de ça, et comme j'avais un conjoint et entendre tous ces commentaires racistes, misogynes, et personne ne me donnait l'espace de sentir ces intersections. Et ça a donné plein de raisons pourquoi j'avais l'anxiété, pourquoi j'avais la misère à l'école. Tout ça, c'est vraiment, il y a plein de racines dans cette relation. Alors, j'ai écrit cette dernière chapitre quelques jours avant la journée qu'il fallait que je le remette. Je l'ai écrit vraiment rapidement, mais je sentais que peut-être le démoniser un peu plus et je sentais mal parce qu'il y avait toujours des morceaux de mon ex, c'est mon abuseur qui est toujours comme un être humain. Je ne peux pas juste dire qu'il est complètement mal. Alors, j'ai retourné, j'ai expliqué l'histoire. Quand j'ai retourné chez ma mère, il était vraiment finalement poursuivi comme abuseur. Il m'a écrit des lettres. Et moi, j'ai décidé peut-être je vais écrire ce chapitre de mon livre comme une lettre à lui. Pas vraiment en pensant que lui va le lire, mais un processus de guérison pour moi, pour parler à d'autres femmes qui ont déjà vécu qu'est-ce que j'ai vécu. Ils n'ont pas pu peut-être sortir de ces relations. Et j'ai aussi travaillé avec plein de thérapeutes et elle me disait, il faut comme que vous répétez après moi, la thérapeute disait ça et comme que vous ne le méritez pas, vous ne le méritez pas. Et moi, j'avais vraiment la misère à dire ça parce qu'il y a tellement de commentaires que j'ai entendus et les préjugés reçus dans ma vie que j'avais la misère de faire ça. Alors, pour les personnes plus jeunes qui pensent peut-être ils vont penser qu'ils méritent de sentir cette blâme, ces préjugés. Et si ils peuvent lire ma lettre, peut-être ils vont voir. Et aussi, j'ai pas donné de nom à mon ex dans ce chapitre parce que je voulais que peut-être d'autres jeunes femmes puissent voir peut-être leur relation dans cette lettre ou d'autres personnes vont voir eux-mêmes dans cette histoire. Moi, j'ai vécu cela dans juste un an et puis j'ai vécu um, toute l'histoire après. Et toi, c'est pas juste toute l'histoire après, c'est vraiment toutes les luttes ou les agressions à cause que tu es racisé, à cause du racisme, de gérer cette racisme sexualisé aussi, l'expérience, le niveau de profondeur de les agressions que tu avais besoin, tu as encore besoin de survivre, ça continue. Et je veux être reconnaissante de cela. Le dialogue qu'on a, moi, je suis une femme vieillissante blanche, mais pour toi, c'était vraiment pas juste l'abus, mais il y avait eu d'autres affaires et oppressions empilées un par-dessus l'autre qui sont là, qui veulent essayer de te retenir et te mettre plus de cette blâme, te auto-culpabiliser toi-même, toujours. Oui, c'est vrai. Même aussi jeune, on n'est pas, nos cerveaux ne sont pas 100% développés, on ne sait pas exactement qui on est. Moi, je suis allée à l'université Western pour essayer de comprendre qui je suis. Mais moi, parce que je suis une survivante, une victime, une mauvaise féministe, je suis une femme noire. Je sens comme, peut-être je suis plus comme un animal, le monde me voit ça. Et les personnes me lancent tellement d'étiquettes et que rendu là, je suis qui sans ces étiquettes? Et c'était une grande lutte pour moi pour des années de découvrir qui je suis sans ces étiquettes. Et toi, tu as écrit
par rapport à la culpabilisation et cette partialité. Et moi, je suis devenue une journaliste et avec l'expérience à Western et avec mon ex, je voulais toujours être écrivante, mais j'allais plus faire le journalisme parce que je voyais toutes les histoires, ma propre histoire et les histoires avec les femmes jeunes racisées autour de moi et on voyait rien dans les médias de masse. Et Black Lives Matter, je viens de commencer en 2016 et puis un an après, c'était le mouvement de MeToo et personne parlait de ça, racisme. C'est comme l'avortement et tout ça, on s'est alors, parce que le monde disait que c'était trop comme intense, ça vaut pas la peine de mettre dans les nouvelles. Et on avait cette réseau chuchoté qu'on parle de c'est quoi les affaires racistes, misogynes qu'on vit. Alors, c'était pas partagé avec tout le monde. Et moi, j'avais peur, il y avait pas la peur que si je partage mon histoire, je vais être vue comme partielle plutôt que est-ce que je vais être vue comme un journaliste crédible parce que je parle de la violence et parce que je suis une femme noire et j'écris sur les enjeux de genre et les enjeux de race. Est-ce que ça va être crédible? Parce qu'on va toujours parler de notre propre expérience personnelle. Et ils vont dire comme, oh, le monde va dire, on ne voit pas les données, on ne sait pas si c'est vrai votre histoire, si c'est vraiment ça ce que vous avez vécu. Alors, il fallait regarder comment est-ce que je peux raconter cette histoire de la violence conjugale comme une femme noire, comme une jeune femme. Je pense que notre société va souvent juste faire semblant que les jeunes ne peuvent pas avoir des expériences comme ça. Et parce que beaucoup de notre perception de la violence fondée sur le genre, on ne prend pas acquis que c'est la violence conjugale qui passe dans la maison. Ça passe pour les femmes qui sont plus vieilles, qui ont déjà les enfants, qui habitent avec leur conjoint. Et puis, on parle de l'hébergement pour les femmes. Il y a beaucoup de femmes jeunes qui ont, parce qu'elles étaient trop jeunes et ils ne donnaient pas une place dans l'hébergement parce qu'il y a ce stéréotype que c'est les femmes plus âgées, pas les jeunes femmes. Et pour les jeunes femmes, les taux de violence intime ou violence conjugale sont les plus hauts au Canada et aux États-Unis. Alors, même si j'avais peur que le monde ne va pas me prendre au sérieux comme journaliste, je pensais que ça vaut la peine de quand même partager l'histoire et parler de qu'est-ce qui se passe avec le démographique des jeunes. Quand moi, je parle de cette idée de partialité, de biais, quand qu'est-ce qui s'est passé à moi dans ma vie, je- est-ce que ça serait un problème dans mon travail au CBC? Quand je parle de mon propre expérience, est-ce qu'ils vont penser que je vais être partielle quand je parle de certains enjeux? Personne ne m'a dit à haute voix que ça serait un enjeu, mais je sais que peut-être un de mes employeurs pensait que peut-être j'ai cherché des histoires ou des nouvelles pour couvrir à cause de mes expériences et partialités. Et moi, je trouve ces préjugés vont de deux sens. Mon ex, c'est un journaliste. Lui, il est responsable pour plein de places dans l'Est du Canada. Et c'est lui, cet homme, va dire que c'est moi qui l'a forcé d'être comme abusif, etc. Alors, qu'est-ce qu'il a décidé de pas voir? Il était aveugle à certaines histoires dans ces années. Lui, j'ai jamais porté plainte officielle vers lui. Il n'a jamais eu des charges juridiques. Alors, c'est quoi ces partialités? Et moi, dans mon travail, je fais partie de cette génération quand il y avait beaucoup de femmes qui sont rentrées dans le journalisme au même moment. Et pour le massacre à Montréal, ça a changé comment c'était couvert par les médias parce qu'on a couvert d'une autre manière. On a vraiment incité que ces histoires vont être vues dans les médias, mais on était juste des femmes blanches. Alors, on n'entendait pas
les histoires de d'autres femmes racisées. Quand on parle de la diversité dans l'industrie du journalisme et tout ça, d'avoir une diversité d'âge et race, c'est tellement important parce que tout le monde apporte avec leur propre, une expérience de leur propre vécu. Et ça fait trop longtemps que ce milieu journalistique n'est pas assez diversifié. Moi, quand j'ai commencé mon stage en 2016 comme un jeune journaliste, j'ai même pas pu écrire sur les enjeux noirs parce que le monde a vu ça comme un conflit d'intérêts. Alors, il y avait des hommes plus âgés, blancs, qui faisaient leur rapportage sur les communautés noires parce que c'est vu comme objectif. Mais si moi, je voulais raconter ou couvrir ou parler de cette histoire, ils vont dire que moi, je suis trop préjugée ou trop partielle et c'est pas juste. Alors là, je vois que ça a changé un peu, mais c'est quand même encore une lutte. On a parlé de ça et Anna-Maria, tu l'as mentionné dans ton podcast. Tu as quand même confié votre histoire à ton père, quelques amis dans le podcast. Alors, je voulais savoir qui ou quoi t'a aidé dans ton guérison. Je pense qu'un des éléments, c'est le fait que j'ai décidé de travailler avec un thérapeute, encore même si je pensais que j'avais pas besoin de thérapie. Ça m'a vraiment aidé parce que j'ai pu identifier que j'avais toujours besoin de guérir. Et le travail que j'ai fait, ça m'a donné la chance d'en parler plus, le plus de monde avec qui j'ai discuté, partagé mon histoire. J'ai réalisé que ça vaut la peine d'utiliser nos voix, trouver cet espace d'utiliser nos voix. Et ça m'a aidé à travers des années. Mon père connaissait l'histoire et ma mère aussi il y a 2 ans quand j'ai quitté mon abuseur, mais il ne connaissait pas les détails. Mais moi, je suis tellement chanceuse, même à 97 ans, mon père va avoir des conversations philosophiques sur ces sujets. Et en ce moment, je suis avec un copain qui veut vraiment m'écouter. Parce qu'à travers toutes mes relations, après la relation abusive, il y avait beaucoup qui ne voulaient pas entendre cette histoire. Je pense que c'est une combinaison de tout ça. Alors, c'est aussi de comprendre c'est quoi cette contrôle coercive, ce contrôle qu'il veut avoir de comprendre ces enjeux. Mais je pense que toujours, c'est genre de il y a beaucoup de personnes qui ont toujours cette idée que cet abus ou cette violence arrive juste à des personnes qu'ils ne connaissent pas et que c'est pas un enjeu de, entre guillemets, femmes. Non, c'est un enjeu de société. On peut vraiment faire les liens entre les différents abus d'un personne comme un conjoint jusqu'à un tuerie en série, on a vu que quelqu'un qui va tuer sa grand-mère et puis aller apporter un arme et tuer plein de personnes dans une école. Mais c'est des personnes dans nos vies intimes qui sont les agresseurs. Et on a toujours beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Mais j'ai oublié la question, qu'est-ce qui a aidé avec ma guérison? C'est vraiment les personnes autour de moi qui m'ont encouragé à continuer d'avancer, de partager. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui existent en ce moment qui ont vraiment du mal et qui ne le partagent pas. Je pense qu'il y avait beaucoup de personnes qui voulaient pas l'entendre et qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient plus 18, 19 ans et qui voulaient faire les blagues et on connaissait les mêmes personnes. Et lui, mes amis restaient amis avec nos abuseurs même après que j'ai expliqué les histoires. Alors, j'avais peu de personnes d'expliquer qu'est-ce qui se passait, même ma mère. Et elle a eu le même vécu, mais il y a un manque de connexion parce que j'étais tellement plus jeune. J'avais pas beaucoup d'amis, j'avais pas beaucoup d'appui de ma famille et vraiment pas la police non plus. Par contre, la thérapie m'a vraiment
aider. Je suis allée voir un thérapeute pour une autre raison, parce que j'ai sorti de l'université, j'étais vraiment fâchée tout le temps. Alors, j'ai dit, peut-être j'ai un problème avec la colère. Et la thérapeute, ben, finalement dit, t'es pas enragé, c'est la cause du peur. Cette rage ressort, c'est parce que tu as peur. Alors, cette thérapeute m'a vraiment aidée. Et puis, j'étais capable finalement de trouver une manière d'aider moi-même à travers un processus de guérison. Comment est-ce qu'on peut s'excuser nous-mêmes pour qu'est-ce que c'est passé et que c'est correct de sentir la peur est plus faible. Et toutes ces personnes que j'ai partagé mon histoire quand ils étaient jeunes, et maintenant, ils ont eu des expériences comme ça et ils peuvent s'excuser. On peut dire qu'il y avait tort et comment ils ont réagi, mais maintenant, avec l'âge et l'expérience, ils ont vécu des affaires semblables et ça, c'est très triste, mais maintenant, on peut avoir des conversations maintenant qu'on n'aurait pas pu avoir quand j'étais plus jeune. C'est toujours un processus, c'est pas linéaire. C'est tout un chemin à suivre et je suis toujours en guérison. Mais je continue à ouvrir mes yeux pour dire oui, maintenant, tu es une survivante, que tu es une victime. Et quand tu commences à dire ça, tu peux enlever ces lunettes de couleur rose et vraiment voir c'est qui cette personne après. Tu peux pas retourner en l'envers, mais tu peux être meilleur. Something else about that, like you made the point that Tu viens de dire quelque chose de très important. was happening to you at that age. Ça t'est arrivé à un certain âge, Most people aren't even aware of what abuse is, right? un âge auquel beaucoup de gens ne savent même pas ce qu'est un abus. Abuse. Should I be recognizing that as that? So yeah, so that's part of the problem too, right? People don't Ça fait partie du problème. Les gens ne comprennent pas nécessairement ce qu'est l'abus. Donc, comment est-ce qu'ils pourraient le reconnaître? Donc, encore plus reconnaître que ça leur arrive. Et c'est souvent avec le temps qu'on se rend compte qu'en fait, ça nous est arrivé. Tout à fait. Dans mon école à l'époque, ce qu'on avait vu, c'était Rihanna et Chris Brown. Et je me rappelle quand on parlait de ça. Et c'était toujours des blagues. On faisait toujours des blagues pour se référer aux abus. Il y avait pas de gens pour soutenir Rihanna dans cette histoire-là. C'était toujours des blagues, parfois méchantes. Donc, on savait que ça existait, mais sans vraiment le comprendre. Et la plupart de ces gens maintenant ont grandi. On est aussi tous et toutes passés par MeToo. yeah, and at the same time we have the whole Amber Heard Johnny Depp thing where En même temps, on a l'histoire de Johnny Depp et de Amber Heard. Moi, je me disais, ah, je sens de l'empathie. Donc, je disais, OK, je comprends ce qui se passe quand les gens parlent d'abus. Je sais d'où ils viennent. J'ai étudié le sujet. J'espère qu'on va pouvoir en parler. L'étude de Nicole Badera, dans laquelle elle dit que même les survivantes parfois se retrouvent à être celles qui ne veulent pas croire l'histoire de l'autre parce que, par exemple, ils ne seraient pas, j'ouvre des guillemets, crédibles. Donc, et on voit comment ça arrive, des victimes de violences conjugales qui se mettent à ne pas croire d'autres victimes de violences conjugales. C'est très problématique et je pense que c'est un sujet qui doit être mentionné. We got a few things more that we should talk Il nous about. reste quelques éléments desquels on doit parler. Si tu pouvais identifier quelques éléments qui te semblent essentiels, sur lesquels on devrait mettre toute notre énergie, donc des éléments essentiels pour soutenir la diversité de survivantes, ça serait quoi? Je pense qu'il y en a vraiment beaucoup, mais à 100%, le premier élément, c'est la question de croire les femmes. L'exemple de Amber et Johnny Depp, c'est très important. Il ne faut pas mettre l'emphase sur le pourcentage minimum de cas dans lesquels on n'aurait pas dû croire les femmes. Non, il faut s'engager dans ce fait qu'il faut croire les femmes. Une fois qu'on fait ça, il commence à y avoir des conséquences réelles
pour les agresseurs. Par exemple, sur les campus, on voit l'impact. Si on croit les femmes, il y a des conséquences pour les agresseurs et ça transforme, ça change la donne. Et toute cette solidarité négative entre hommes s'effrite si on tient bon et qu'on croit les victimes. Et on doit investir là-dedans. Avoir cette discussion sociale, comment en tant que société on peut résoudre ces situations-là et comprendre que ce ne sont pas des situations individuelles. Comme nous sommes des journalistes, Anna Maria, nous savons ça, mais nous devons comprendre le pouvoir que nous avons. Nous avons un pouvoir réel. Par exemple, dans nos reportages en tant que journaliste, si on n'a pas une perspective intégrale quand on fait un reportage, on n'a pas l'impact qu'on pourrait avoir et qui permet vraiment d'améliorer les choses. Je pense qu'un autre élément, c'est la protection des survivantes. Utiliser les cadres légaux qui sont en place, savoir aussi que beaucoup de communautés noires ou de personnes trans peuvent décider d'utiliser d'autres ressources qui ne soient pas les lois. Et donc, on doit avoir une perspective intersectionnelle qui nous permet d'inclure tout le monde. Ce n'est pas un enjeu, il faut réitérer le fait que ce n'est pas un enjeu privé, c'est un enjeu public. Mais aussi pour les jeunes garçons. Et il faut parler de ce sujet-là aux jeunes garçons. Et il faut aussi parler aux gens qui ont mon âge. Par exemple, de ma génération, nous faisons partie d'une génération qui n'a pas eu accès à ce type de sensibilisation puisqu'on est tombé dans un trou en termes de programme de financement. Alors, tout à fait d'accord avec ce que tu viens de mentionner. Et j'ajouterais le fait qu'il faut absolument parler de la coercion et du contrôle qui est exercé pour que les gens comprennent que ce n'est pas si simple de s'en aller. Je suis d'accord avec toi sur la question du système de justice. Et on voit qu'il y a un problème avec les procureurs. Le cas Aslan, par exemple, après 30 ans d'abus, une femme, par exemple, a fini par se défendre et tuer son agresseur. Et le fait qu'elle ait été abusée pendant 30 ans n'a même pas été mentionné dans son jugement. C'est assez grave. Il faut faire cette éducation auprès des législateurs, mais aussi auprès des gens qui impartissent la justice, comme les juges et les procureurs. Parce qu'on parle souvent des raisons pour lesquelles un homme agresse et des choses qu'il a vécues, mais on parle rarement des conséquences pour les femmes. Et peut-être que ça devrait être une niche aussi pour la couverture médiatique, des histoires qu'il faut raconter. Par exemple, dans l'enquête de la Nouvelle-Écosse, ça n'a pas été mentionné, ne serait-ce qu'une fois. Aux États-Unis, il y a des situations similaires. On doit avoir une perspective qui n'est pas seulement de genre, mais voir qui les agresseurs attaquent en premier. On doit comprendre de façon intégrale. On doit avoir une perspective holistique et les journalistes doivent se poser ces questions et doivent les poser. Donc, dans une conférence de presse, qui n'est pas une conférence de presse sur la violence, mais par exemple une conférence de presse sur la question de la police ou de la justice, ça fait partie des questions que les journalistes doivent poser pour mettre le sujet sur la place publique. Et donc, je demanderais où est cette question? Avant de rentrer dans la période de questions, je pense que quand on parle des chums, des partenaires, on parle d'une génération différente. Si on regarde les chiffres de Statistique Canada, par exemple, il y a beaucoup d'unions de fait, mais beaucoup de gens
ont des relations beaucoup moins formelles, parfois ont des partenaires multiples ou parfois n'ont qu'une seule date. Et tous ces modèles de relations ne sont souvent pas inclus, puisqu'on parle seulement du mari et de l'épouse quand on parle de violence conjugale. Par exemple, si on est queer, si on est trans, ou par exemple dans une relation lesbienne. Il y a tellement de catégories dans lesquelles ces violences peuvent se reproduire, mais ça n'est pas pris en compte. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et on doit prendre conscience de cela. On doit voir que le fait que ce ne soit pas pris en compte, ce soit les dommages sur les personnes qui sont survivantes. C'est un problème gigantesque dans notre société, les conséquences avec lesquelles vivent les survivantes, puisque ça a un impact sur comment on travaille, comment on interagit, nos relations humaines, ça a un impact à tous les niveaux. Alors, je pense qu'il faut qu'on laisse la parole à une autre personne. Je pense que c'est la fin. On pourrait continuer à parler comme ça pendant longtemps, c'est clair, mais on doit laisser la parole à nous. Oui, c'est à nous de retour. J'essaye que ma caméra fonctionne. Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour avoir partagé autant. Vous avez touché beaucoup d'enjeux dans un temps très court. Je veux vraiment vous remercier. Il y a beaucoup de questions et de commentaires dans le chat. Alors, merci beaucoup d'avoir déclenché tellement de réactions. Et merci pour votre courage de partager, toutes ces choses. Et je pense que je ne parle pas seulement en mon nom, je parle au nom de tous les gens dans le chat qui se sont manifestés sur le sujet. Alors, je voudrais maintenant présenter la directrice générale intermédiaire du Y des femmes, Rain Lilfield, et la directrice de l'hébergement Femmes Canada, Lise Martin, et la directrice générale de la Fondation canadienne des femmes, Paulette Senior. Donc, c'est elles qui vont s'occuper de la période de questions. Merci beaucoup à toutes les deux. C'était incroyable, ce partage. Comme nous le disait, c'est tellement pertinent et il y a tellement de questions pertinentes dans le chat. Je vous adorais déjà avant l'événement d'aujourd'hui, mais je dois dire que c'est encore plus aujourd'hui. Mais bon, je vais commencer avec une question. Vous avez parlé un petit peu de ça, mais dans les médias, nous voyons des titres tels que #MeToo est-il terminé? Et il semble y avoir une résurgence très bruyante des récits de blâme. Que voudriez-vous voir se produire dans les médias pour aider à changer cette dynamique? Alors, je pense qu'on parlait un peu de ça, le cas de Amber et Johnny Depp, par exemple. Parce qu'elle n'a pas agi de la façon dont on aurait cru qu'une survivante devrait avoir agi. Il y a eu un mouvement de blâme contre elle. Et je pense que c'est très problématique. Parce que ça fait sentir à la survivante qu'elle a un soutien, mais qu'il est fragile. Et c'est fragile chaque fois que revient cette histoire que peut-être qu'on ment. Et on le sent toutes. Toutes les survivantes le sentent dès qu'on ne croit pas une d'entre nous. Et on sent que ce mouvement qui a été construit, qui a permis de partager tant d'histoires, peut être défait si rapidement. Parce qu'il y a une perspective qu'on doit être une femme blanche de classe moyenne, chétive, qui n'est pas capable de se défendre. C'est ça l'image de la survivante. Et toutes les autres, on en est exclus. Mais on doit comprendre le contexte de chacune des histoires. Les femmes d'aujourd'hui, il y a des milliers de femmes qui sont assassinées et on doit le comprendre. C'est une pandémie en Amérique du Nord. Mais ça n'arrivera pas si les gens qui écrivent nos histoires ne nous croient pas.
Donc, si on parle du problème de la partialité, c'est aussi un enjeu de partialité. Les gens qui ne nous croient pas quand ils racontent notre histoire sont partiels à l'heure de la raconter, ont un parti pris. Parce que le mouvement MeToo, par exemple, a été vu comme un mouvement de femmes blanches et beaucoup d'histoires ont été laissées de côté. Et souvent, les femmes racialisées, nous n'avons pas été vues comme crédibles ou comme pertinentes. Et ça, c'est un enjeu autour du MeToo. Je suis tout à fait d'accord. Parce que les survivantes sont encore là. Et si des gens ne veulent pas les croire, ça ne les fait pas disparaître pour autant. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans les médias? Le cas de Johnny Depp et Amber a été très important. Et vous avez vu que des juges ont eu des histoires très différentes entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Par exemple, un des juges disait « Ah, elle pleurait, ensuite elle pleurait pas ». Mais beaucoup de gens travaillent fort derrière le mouvement MeToo de façon invisible et continue. Les gens continuent de travailler pour transformer ces narratives et ça continue, ça n'est pas terminé. Par exemple, Susan Faludi a écrit le livre Backlash et elle parlait du féminisme et elle parlait du fait que le féminisme aujourd'hui devient quelque chose pour les célébrités et les célébrités peuvent parler du sujet. Mais derrière la scène, le travail continue. Et on doit continuer ce travail de fond. Donc, dans le tragique cas de Amber qui n'était pas cru, par exemple, qu'est-ce qu'on fait si elle n'est pas crue? Comment est-ce qu'on peut donner de l'information qui soit pertinente pour les jurys, qui soit pertinente pour la population? And we have to find ways to continue to help them find a voice so that a wider public. Donc, il faut qu'on réussisse à s'assurer que les histoires continuent d'être racontées, même si ce n'est pas l'information la plus importante. Par exemple, je vous donne un gros spoiler. L'homme dont je parle dans le podcast que j'ai fait est mort avant que je le rende public. Et il y a eu tous les enjeux du divorce qui ont été mélangés et j'ai dû le prendre en compte. Nous travaillons avec des avocats tous les jours dans des salles de presse. Donc, nous devons apprendre à raconter ces histoires d'une façon qui permette de rendre visibles ces voix. J'aimerais aussi rajouter une des affaires que on a vu avec tout ce procès Heard Depp et tout le monde dans les titres, dans les nouvelles a dit Johnny Depp a gagné. Non, il n'a pas gagné. Il devait l'argent, il a fait la diffamation à elle aussi. Par contre, c'était vu comme un patient qu'il y a eu des cas d'abus, mais non, le monde va dire libérer Johnny, Johnny a gagné, mais non, il n'a pas réellement. Et où on a vu le cas, ça a fonctionné comme ça avec le jury. Par contre, dans d'autres lieux, d'autres pays, peut-être on aurait eu d'autres conclusions à ce procès. Donc, je vous remercie tous les deux pour le partage. C'était extrêmement pertinent. Cette question était plutôt à Anna Maria parce que je sais je suis consciente du temps.
Vous avez parlé du code à porte-à-pic à quelques fois pendant vos réflexions et nous savons que plusieurs occasions d'intervenir se sont présentées au cours des années précédentes par rapport à l'attaque et que la déclaration des femmes en particulier, comme celle de sa conjointe de fait et d'une voisine, ont été écartées. Donc, pourquoi cela continue-t-il à se produire et quelles leçons pouvons-nous en tirer? That's a really good point. Ça, c'est vraiment un bon élément de nommer. Merci beaucoup pour cette question. Désolée, mais je n'ai pas toutes les réponses. Je suis encore vraiment étonnée que la police n'ont pas besoin, que la victime ou la survivante a besoin d'aller pour poursuivre ou demander qu'il y a des charges menées contre leur agresseur. Les policiers peuvent le faire sans elle. Et je pense qu'une des conclusions, c'est vraiment qu'il faut croire les femmes, il faut croire la victime et comprendre les différentes connexions. On sait qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait là-dessus. Je n'ai pas le pourcentage exact, mais on sait qu'il y a des nombres quand même importants des tueries de masse qui commencent avec la violence conjugale. Et on peut retourner en arrière et on peut voir clairement ces liens. Alors, ça veut dire qu'il faut poser d'autres questions, les personnes qui ont cette influence, qui sont dans les premières lignes. Et qu'est-ce qu'on a vu? Elle, son ex a été quand même a été chargée que c'était aussi, elle était coupable et qu'on n'a jamais parlé de que peut-être elle, il y avait la coercion dans leur relation. On ne sait pas encore qu'est-ce qui va passer, mais on peut voir que il faut regarder ça en détail. Il y a un autre procès à Vancouver. Un jeune homme à Vancouver a tué sa mère avant qu'il a pris plein d'armes et était allé vers Ottawa pour essayer de tuer la première ministre, mais il a changé d'idée et était allé voir la police pour lui culpabiliser lui-même. Mais on peut dire les éléments déclencheurs de ces tueries de masse, on a besoin d'identifier ces moments déclencheurs pour voir les patterns. Et on a besoin que les personnes qui font du plaidoyer, identifient, qui soulèvent ces moments-là. Il y a beaucoup de personnes qui font des différentes formations sur le contrôle coercitif et comment ça peut mener à l'assassination des personnes proches, mais aussi des personnes plus éloignées. Et il y a de l'influence sur les cas de garde ou de garde partagée et tout ça. Et ça, c'est des processus difficiles à décortiquer. On a besoin de bien expliquer ce que ça veut dire. On a besoin de l'avant et connecter tous les liens ensemble. Alors, merci beaucoup. Et maintenant, c'est pour Paulette. Alors, je sais que ça passe rapidement le temps. Je vais essayer d'aller rapidement, mais j'ai tellement d'émotions. Je veux juste exprimer l'appréciation profonde que j'ai pour vous deux. Et je ne veux pas que vous quittez avant de répondre à cette question. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voyez, les actions, les initiatives qui, personnellement, vous donnent l'espoir sur la prévention et, on espère, l'élimination totale de la violence fondée sur le genre? Oui, je suis tellement fière des étudiantes. Aujourd'hui, ils sont vraiment sur les enjeux de pandémie, sur le renouvellement des mouvements de suprématie blanche et de regarder c'est quoi les agressions sexuelles, les agressions qui se passent sur le campus. Et ils sont en train de voir les liens parce que peut-être c'est la violence entre conjointes et maintenant de voir, non, c'est la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre. Alors, vous faire les liens entre tout ça. Alors, 10 ans après que j'ai eu mes expériences de violence,
violence domestique, mais finalement, ils ont inclus la violence sexuelle et la violence fondée sur la genre dans leur politique interne à l'université. Alors, c'est Lutte étudiante et d'autres organismes qui commencent à inclure le- la violence conjugale avec la violence fondée sur le genre, de mieux inclure. Alors, j'espère dans quelques années, on va le reconnaître et commencer à apporter les éléments à réellement le prévenir. Moi, qu'est-ce qui me donne l'espoir? Je vois les générations qui arrivent, qui ne pensent pas qu'elles devraient être silencieuses, qu'elles vont forcer ça sur une génération qui ne voulait pas en parler. Et je prends l'espoir aussi parce que j'ai reçu plein de lettres des personnes qui m'ont écrit après que j'ai enregistré et partagé mon podcast. Et il y a les personnes qui parlent tellement de leur vie, les affaires terribles qu'ils ont passées à travers et comment elles ont allé de l'avant avec leur vie. Et c'est cette idée que souvent on pense que les survivants sont coupables, sont faibles. Et non, moi, je vois leur force et elles vont pas être arrêtées. Et avec la prochaine génération qui veut en parler et la génération avant, cette génération qui est forte et savent que maintenant, ça vaut la peine d'en parler, je pense qu'on arrive vers un moment qu'on va être capable de pousser plus vers l'avant, de créer cette sensibilisation et que ça va changer. Et quand les personnes ne le prennent pas au sérieux, ils vont être dit que non, on reconnaît cette violence. Merci beaucoup. Ça fait tellement du bien. C'est important pour moi aussi d'entendre ces messages d'espoir. Alors à toi, et nous, merci vous trois pour vos questions et merci Anna-Maria et Eternity surtout pour vos réponses riches à toutes nos questions. On apprécie tellement le temps que vous avez pris de rester et parler avec nous cet après-midi. Il y a tellement d'idées qui allument des idées à plus de changements dans le futur. Alors, s'il vous plaît, je veux souligner votre podcast et la livre et l'impact qu'on a eu, vous avez eu à travers le Canada et aussi plus loin. Et on a hâte d'avoir d'autres conversations dans le futur. Paulette a dit, on a besoin de soutien et l'espoir. Et on veut vraiment regarder comment on va aller de l'avant ensemble. Alors, merci pour vos contributions à ce mouvement large pour mettre un fin à la violence fondée sur la jambe. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires que vous aimeriez nommer avant que vous quittez? J'aimerais vous remercier pour tout le travail que vous faites, que vous aidez tellement de personnes à travers les hébergements, les différents systèmes de soutien. Je sais, c'est dur pour moi même d'en parler, mais je sais que vous faites ce travail chaque jour. Vous êtes sur le terrain. Le travail que vous faites aide tellement de personnes à naviguer, passer à travers un des moments les plus difficiles de leur vie. Et je veux reconnaître le travail que vous faites. Et souvent, ce n'est pas assez reconnu. Alors, je veux vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Et oui, merci pour nous accueillir dans cette conversation et merci à tout le monde qui nous écoute. C'était réellement un plaisir. Et je sais, Anna-Marita, ce que votre commentaire, c'est vraiment pertinent parce que beaucoup de personnes ici sont les personnes qui font le travail de terrain. Alors, on veut tellement que ces problèmes soient pris au sérieux par les médias, par les journalistes. Et je pense qu'on va changer cette culture qui culpabilise les femmes et ses préjugés. Et je pense que le travail que vous faites va aider à changer ça. Merci énormément. Alors maintenant, on a Anna-Maria et Eternity vont nous quitter et je vais juste vous prendre le temps pour quelques minutes. On va faire une présentation de quelques campagnes. On ne va pas faire une présentation complète parce qu'on veut répondre à certaines de vos questions. Alors, dans l'esclavardage, je vais mettre des liens sur quelques campagnes
contre la violence fondée sur le genre. Un, c'est pour, je pense que c'est Shelter Safe. Ça veut dire c'est plus que des hébergements et c'est une campagne nationale ou fédérale pour montrer c'est quoi tous les services disponibles à travers ce programme d'hébergement sécuritaire. Il y a aussi qui est une campagne pour comment signaler le besoin. Ça, c'est vraiment, c'est Signal Help for Responders. C'est pour les personnes qui voulaient aider et dans peu importe du lieu, si tu es un ami, un voisin, comment tu peux aider et signaler le soutien. Alors, on aimerait ça que tout le monde prenne du temps pour regarder et réfléchir sur ces campagnes avant qu'on termine aujourd'hui. Avant qu'on va vers les questions, on veut vraiment remercier la Fondation SLEEP et 9 autres charités qui travaillent sur tous ces défis que les femmes et les filles passent à travers au Canada en ce moment. Maintenant, j'ai quelques questions que je vais passer à Paulette. Qui vient de Rain et Lise. C'est des questions que j'essaie de remettre. Il y a plus qu'une cinquantaine de questions qu'on a reçues dans le boîte de questions-réponses. Alors, je vais commencer avec toi. En français ou en anglais, c'est selon votre préférence. Je peux vous demander la question en français ou en anglais. Je vais demander en français et tu réponds comme tu veux. Alors, nous savons que le gouvernement Canada, l'honorable Marcienne, a mentionné le plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le genre. Et on a reçu beaucoup de questions dans les chats, dans le clavardage sur les lois. Quelles sont les lois qui sont les plus importantes? Comment est-ce qu'on a un cadre comme le plan national peut-être pourrait nous aider à avoir des lois et de législation plus efficaces? Et qu'est-ce que vous pouvez peut-être partager avec des choses qui sont en train de fonctionner déjà? Yes, so we have been, I'm going to answer in English. Alors, moi, je vais répondre en anglais. Nous, toute cette question des lois et le besoin des meilleures lois, et Anna-Maria a nommé à la fin de vraiment faire connecter tous les différents points ensemble, les éléments ensemble. Alors, en écoutant la conversation, c'est dur de ne pas aussi penser que le changement n'arrive pas assez vite. Et je veux aller plus rapidement et rejoindre tous ces différents morceaux du casse-tête. Je pense qu'il y a un besoin de plus de cohésion et de travail ensemble quand on parle des politiques, les lois et les législations. Et ça, c'est pourquoi j'ai travaillé tellement fort pour pousser pour cette plan pour arrêter la violence basée sur le genre. Parce que la protection qui est donnée aux femmes et leurs enfants ne devrait pas changer, peu importe leur code postal, alors où elles sont situées. Et ça, c'est le cas en ce moment. Alors, c'est tellement important de nous rappeler toujours, et les personnes avec qui on travaille, que cet enjeu ne devrait pas être un enjeu partisan qui change entre politiciens. Pour aller de l'avant, on a besoin de pousser ça dans nos conversations. J'ai des craintes en ce moment où on est en ce moment avec ce plan d'action national que chaque province veut mettre leurs propres priorités de l'avant. Et on veut vraiment un plan cohésif, qu'on soit capable de lier les éléments ensemble. Merci, Lise. Je vois aussi que qu'est-ce qu'on voit pour faire la connexion de tous ces éléments qu'on a vus dans le clavardage et qui rejoint les campagnes qu'on fait au Hébergement de femmes Canada et la Fondation canadienne des femmes. C'est vraiment de voir comment on aide tout le monde dans leurs écoles, dans leurs espaces communautaires. Alors, Paulette, j'aimerais
vous demander, c'est quoi les différentes initiatives qui peuvent aider à encourager des relations saines sur les campus, dans les écoles? Comment est-ce qu'on peut changer euh, la, les représentations de la violence dans notre culture et comment on a besoin d'arrêter cette violence de tôt dans ce processus. Alors, est-ce que peut-être vous pourriez parler de différentes initiatives que vous pensez pourraient aider, changer et donner plus d'outils pour gérer la violence fondée sur le genre? Après d'avoir écouté notre conversation avec Anna Maria et Eternity, et en connaissant combien de générations il y a entre ces deux femmes, et puis, on demande cette question de l'espoir. Alors, j'ai mes sentiments, j'ai tellement de sentiments en ce moment parce que l'espoir, c'est tellement partie importante de notre travail. Et ça fait des décennies que nous toutes s'impliquent dans ce travail et beaucoup des personnes qui écoutent aussi, qui travaillent en première ligne. Oui, ça fait longtemps qu'elles travaillent dans ces milieux. Alors, on peut avoir plein de différentes impressions et réponses à cette question. Alors, pour moi, quand je réfléchis l'espoir, qu'est-ce que Eternity a nommé, c'est les jeunes dans les écoles, sur les campus. Et moi, j'étais à Berlin cette semaine et j'ai écouté plein des femmes incroyables à travers partout dans le monde de parler de l'égalité entre les genres, mais aussi leur propre désir et nécessité d'être vus et, reconnus. On a besoin d'éduquer et se familiariser et sensibiliser les personnes, surtout les jeunes de tous les genres, de voir que c'est quoi qu'est-ce qui est bon et sain dans nos relations avec les autres. Et pas juste c'est quoi cette relation saine, mais aussi de comment s'en parler de pour toi, toi-même, qu'est-ce que tu penses qui est bon et c'est quoi une relation euh, en santé pour toi-même et quand ce n'est pas, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi les actions que tu peux prendre? Qu'est-ce que tu peux dire? C'est quoi la ligne finale au niveau de respect et la dignité? C'est quoi la limite pour vous? Et comment est-ce qu'on peut aider les jeunes de vraiment insister et de continuer pour toute leur vie si on veut ce changement en génération, ça ne peut pas passer à travers le silence. Alors, la campagne que Lise fait, c'est Shelter Safe et l'autre, ce qu'on fait et l'autre que le Why des femmes fait, c'est vraiment de rejoindre les personnes plus loin que nous, qui n'ont pas déjà entendu les messages, qui n'ont pas reçu l'opportunité d'avoir ces conversations. Et que toujours ces enjeux d'abus et violence sont restés silencieux. Alors, on veut déranger cette silence.